Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce talk. Alors, il y a déjà eu un certain nombre de présentations Kubernetes dans cette salle, dans cette conférence. On va continuer avec Kubernetes, mais pas que. Aujourd'hui, sur ce créneau, je vous propose de parler de Kubernetes, de voir ce qui est bien, ce qui est moins bien avec cette plateforme, avec ce service, dans le but de se demander si finalement il n'est pas intéressant d'envisager d'autres scénarios, d'autres possibilités lorsque l'on veut déployer des applications conteneurisées. Et là, en l'occurrence, des applications conteneurisées dans Azure. Donc on va étudier le panel de possibilités que l'on a, essayer d'identifier des use cases qui vont bien avec Kubernetes et des use cases qui vont peut-être un peu moins bien et pour lesquels il serait intéressant d'envisager des solutions alternatives. Donc je m'appelle Thomas, je suis CSA, je travaille chez Soprasteria. En ce moment, je travaille beaucoup pour Amadeus. Donc bonjour aux Amadeus qui sont présents dans la salle. Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation. Alors, pour se connaître un petit peu, qui ici fait de l'Azure en production? Ok, de l'Azure tout court, qui connaît la plateforme? Enfin, le cloud provider, ok, cool. Et Kubernetes? Qui connaît? Ouais, ok. En prod? En prod, le Kubernetes? Ouais, ok, pas mal, pas mal. Bon, je vais faire attention à ce que je vais dire. Donc pour commencer, très rapidement, puisque vous connaissez quand même très bien, on va parler de ces technologies incroyables qui révolutionnent l'informatique. N'ayons pas peur des mots. Docker, dans un premier temps, pour créer, exécuter facilement nos applications conteneurisées. Le problème avec Docker, on y arrive très vite, c'est comment gérer finalement le cycle de vie de ces applications conteneurisées, comment monter en charge, comment manager ensuite, dans un second temps, nos conteneurs, d'autant plus lorsque l'on en a un certain nombre. Pour cela, pour répondre à ces besoins, Kubernetes, que je ne vous présente pas, qui va nous permettre d'automatiser le déploiement, la réplication de ces conteneurs, garantir la haute dispo, détecter un problème sur un conteneur et le relancer. Tout ça dans le but de garantir haute disponibilité, résilience et efficience pour nos applications. Un cluster Kubernetes est composé de deux types de machines virtuelles. On a d'abord ici en orange ce que l'on appelle les workers qui vont finalement héberger nos applications. Donc là, c'est là où finalement on va déployer nos conteneurs. Et on a également un second type de machines virtuelles et ce sont ce qu'on appelle les masters. Vous voyez ici, c'est la partie bleue. Le master ou les masters, leur responsabilité quelque part, c'est de s'assurer du bon fonctionnement du cluster. S'assurer que les machines communiquent bien entre elles, que les applications qui doivent être déployées sont bien déployées avec le bon nombre de réplicas, dans les bonnes conditions et de maintenir en conditions opérationnelles finalement notre cluster cube. Ça, dans une approche traditionnelle, on va dire, on-premise, lorsque vous utilisez Kubernetes, vous êtes responsable de l'ensemble de vos machines virtuelles, les masters comme les workers. Vous avez la responsabilité de la totalité de votre cluster. Avec les cloud providers, maintenant, ce que l'on observe, c'est la mise à disposition de services Kubernetes managés. Donc on a AKS avec Azure, on a EKS avec AWS et j'en passe. GCP a aussi son service managé, OVH a aussi son service managé. Et eux, leur idée, le principe, c'est de dire la partie master, qui est en soi l'élément le plus complexe quelque part du cluster, le cloud provider va gérer ces machines virtuelles-là à notre place. Donc ils vont faire en sorte que ces masters soient disponibles, soit dans un état de fonctionnement, on va dire, nominal. Et en plus, de gérer forcément tout ce qui est sécurité, le réseau de ces machines, et donc de leur bon fonctionnement.
Et ça, c'est très intéressant pour nous parce que finalement, gérer les masters, c'est la partie la plus complexe de notre système. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant avec les services managés des différents cloud providers. C'est-à-dire que le master, le composant principal, est géré pour vous. Voilà. Et vous, du coup, par extension, finalement, vous n'avez plus qu'à vous soucier de construire et de déployer vos applications. Ce qui est également loin d'être simple, mais on vous a déjà quand même simplifié une partie du problème. Dans Azure, justement, Azure Kubernetes Services vous met à disposition un cluster kube managé, sans toute la complexité de déploiement qu'il y a derrière. Alors à nuancer bien sûr, parce que lorsque l'on veut monter même un AKS pour la production, il y a quand même un certain nombre de défis, un certain nombre de problématiques à relever, en termes de sécurité bien sûr, en termes de réseau et de haute disponibilité. Bon. Qui ici a déjà déployé un Kubernetes Vanilla pour de la prod? Ok. Un bel exploit. Ce qui est intéressant également avec AKS, ça va être finalement de pouvoir bénéficier de l'écosystème du cloud provider. Et on va donc avoir une intégration quelque part avec un certain nombre de briques Azure. Et ça, c'est hyper intéressant. Pour le monitoring, par exemple, vous pourrez vous brancher très facilement sur un Azure Monitor. Si vous n'avez pas envie d'utiliser un Prometheus, un Grafana, vous pouvez utiliser la brique Azure prévue pour ça. Pour tout ce qui est authentification, gestion des droits, pareil, vous pourrez utiliser nativement un Azure Active Directory. Et ça, pareil, c'est un confort d'utilisation qui est très intéressant. La tarification de ce service, classique d'un modèle cloud, vous allez payer pour les machines virtuelles que vous utilisez. Donc vous allez payer finalement le CPU et la RAM que vous utilisez. Alors, au-delà de cette belle présentation de Kubernetes, d'AKS, finalement, Kubernetes, à quoi ça sert? À quel besoin, finalement, ça répond? Dans quel cas c'est intéressant de faire du Kubernetes? Pour moi, déjà, le premier besoin, on va dire, c'est d'avoir un certain nombre, ou un nombre certain, d'applications conteneurisées à déployer et à manager. Alors, quand je dis un certain nombre, tout le monde aura sa définition. Pour moi, ça commence à être intéressant lorsqu'on en a plusieurs dizaines d'applications à déployer sur son cluster. C'est-à-dire que si vous en avez une ou deux, il y a peut-être d'autres possibilités à envisager. Monter une usine à gaz pour 2 applications quelque part, ça vaut peut-être pas le coup. Si également vous avez des applications qui vont être hétérogènes en termes de framework, en termes de runtime, d'exécution, pareil, quelque part, avec Kubernetes, vu que vous faites de la conteneurisation, eh bien, cette difficulté-là va être gérée par la plateforme. Si on revient sur le contexte Amadeus, par exemple, ça fait sens d'utiliser du Kubernetes. Pourquoi? Parce qu'il y a des applications dans tous les sens qui utilisent plein de technos différentes. Et bien là, quelque part, Kubernetes est tout à fait indiqué pour ce besoin-là, dans le but, quelque part, d'unifier la façon de déployer et de manager des applications en production. Donc ça aussi, c'est un besoin qui justifie Kubernetes, c'est lorsque vous avez une DSI, par exemple, qui veut proposer à ses utilisateurs une façon de déployer des applications en production. Ils veulent que tout le monde utilise la même façon de faire, la même cible de déploiement en prod. Très souvent, on arrive sur ce genre d'approche. Également, lorsque l'on a un besoin de scalabilité, de flexibilité sur votre infrastructure, donc c'est-à-dire des besoins CPU, RAM qui vont évoluer en fonction de la charge pour répondre à une sollicitation ponctuelle qui va être plus importante sur vos applications. Si vous avez des pics, Kubernetes, ça va être une plateforme qui va particulièrement bien s'adapter à ce scénario. Voilà, donc un besoin de haute dispo, de redondance, de résilience. Là aussi, ça marche bien. Alors on a également
les entreprises qui choisissent Kubernetes parce qu'ils se disent, cette plateforme, finalement, elle va être agnostique de mon infrastructure. Elle va être agnostique de mon cloud provider. C'est-à-dire que je fais du Kubernetes, peu importe finalement où je déploie mon cluster et mes applications, ça va fonctionner de la même façon, parce que c'est du Kubernetes. Et là, il faut nuancer quelque part ce propos-là, parce que certes, vous avez une stack technique qui est Kube, qui va être identique, on est d'accord, mais dès que vous aurez une adhérence avec un cloud provider, ou avec un composant de votre infra bien précis, à ce moment-là, votre stack, elle ne sera plus agnostique comme vous le souhaitiez au départ. Par exemple, avec Azure, si vous utilisez AKS, forcément, vous êtes dans le Kubernetes d'Azure, mais également si vous utilisez un Azure Disk parce que vous avez besoin d'un espace, là c'est pareil. Vous êtes quelque part restreint à cette brique technique particulière qui empêchera derrière la portabilité sur un autre cloud provider, par exemple. Ce qu'il ne faut pas oublier derrière Kubernetes, c'est que à la base, c'est un produit qui a été développé par Google pour Google. Et on n'a pas tous les besoins de Google. Ça, c'est la mind map de tout ce qui évolue autour d'AKS dans Azure. Et toutes les connaissances, quelque part, qu'il faut agréger lorsque l'on veut faire de l'AKS. Alors ça peut faire peur. Il y a énormément de choses. Vous voyez, on parle de sécurité, on parle d'automatisation, de monitoring, de réseau. On parle d'énormément de choses. Quelque part, cette mind map, elle vous montre que Kubernetes, c'est hyper riche. C'est un nombre de connaissances conséquentes qu'il faut avoir pour administrer correctement la plateforme. Et là, je parle du service manager dans Azure, donc qui est quand même quelque part simplifié par rapport à un Kubernetes vanilla. Mais on a quand même tout un écosystème qui tourne autour et qu'il faut appréhender, qu'il faut maîtriser pour pouvoir éviter de faire des erreurs, tout simplement. Alors si on regarde un exemple, il y a quelque part la gestion des mises à jour. Alors on peut se dire, c'est un service managé par un cloud provider, les mises à jour, ça devrait être plutôt ça. On devrait pouvoir s'en sortir. Et c'est pas si simple que ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a les mises à jour d'AKS en lui-même, il y a les mises à jour de vos machines virtuelles que vous devez gérer, donc les montées de version des OS, tout simplement, et vous avez les mises à jour de sécurité, qui celles-ci sont automatiquement appliquées par Azure sur vos machines virtuelles, mais qui nécessitent un redémarrage de la VM, que vous devez gérer vous-même. Donc finalement, c'est pas si simple que ça. Donc là, c'est un exemple pour les mises à jour. Pour la sécurité, pour le réseau, c'est pareil. Il y a énormément de choses à connaître. Pourquoi ? Parce que Kubernetes, c'est de l'infrastructure. On peut en dire ce qu'on veut. Moi, en tant que dev, je suis très content de cette plateforme parce que c'est un moyen fantastique de déployer et de mettre à l'échelle des applications. Mais tout ce qui tourne derrière, c'est de l'infra. Et l'infra, c'est compliqué. Pour moi, en tout cas. Et pour beaucoup d'entre vous aussi, j'imagine, à moins que vous soyez des ops. Mais en tout cas, pour moi, c'est compliqué. Pareil pour la partie sécurité. Un certain nombre d'éléments à maîtriser. Donc, évidemment, dans un premier temps, tout ce qui va toucher à l'autorisation, à l'authentification, qu'il va falloir forcément appréhender. Les network policy pour restreindre les flux réseau. L'isolation logique avec les namespaces, configurer ces flux et les sécuriser avec TLS. La gestion des mises à jour, on en a parlé. Éviter un certain nombre de vulnérabilités bien connues de la plateforme, des failles de sécurité qui sont on va dire, évidentes, mais sur lesquelles Kubernetes ne peut pas faire grand-chose, comme par exemple les failles via le dashboard. Donc, ça, c'est pour la plateforme en elle-même. Et on a également une partie de sécurité à gérer au niveau applicatif. C'est-à-dire que Kubernetes, c'est la plateforme d'exécution, mais Kubernetes n'est pas responsable des images de conteneurs que je déploie
sur la plateforme. Donc lorsque vous déployez des applications dans votre cluster, eh ben c'est mieux si avant elles ont été scannées par un outil pour vérifier qu'elles ne s'exécutent pas avec des privilèges un peu trop élevés ou si elles n'embarquent pas un programme malveillant. Voilà, donc énormément de choses au niveau de la sécurité là aussi. Je vous ai mis deux petits liens très intéressants. Le premier, c'est en fait un recueil de Rex d'entreprises qui ont voulu passer à Kubernetes et pour lesquels les choses se sont mal passées. Donc c'est hyper intéressant parce qu'elles expliquent d'où elles sont parties, ce qu'elles voulaient faire, comment elles ont essayé d'utiliser Kubernetes et pourquoi finalement elles n'ont pas réussi. Et s'ils avaient à le refaire, comment elles le referaient. Donc c'est des retours très très riches. Et le deuxième lien, AKS Checklist, qui est un site qui recueille en fait un ensemble de bonnes pratiques autour de AKS, mais qui quelque part peut s'utiliser quel que soit l'environnement Kubernetes que vous souhaitez utiliser. Donc là aussi, sur ce site, je vais vous le montrer rapidement. En fait, il y a énormément de choses. J'essaie de retrouver mon curseur, il est là. Là, on peut scroller un peu. Voilà, ça n'en finit pas de conseils, de bonnes pratiques, de recommandations pour votre cluster. Mais là, on parle de tout. On parle d'applications, on parle d'infrastructures, de réseaux, de sécurité. Il y en a dans tous les sens. Donc, ça, c'est un très bon outil également pour ceux qui font des audits Kubernetes. C'est très intéressant. Voilà, bon, on n'en finit pas. Il y en a énormément. Ok. Dernier point, là on parle de Kubernetes depuis tout à l'heure, il faut savoir que Kubernetes c'est un écosystème. Il y a énormément d'applications qui gravitent autour, enfin d'outils plutôt, qui gravitent autour de Kubernetes pour gérer les network policy par exemple, pour gérer les images registry et faire des scans de sécurité. Lorsqu'on commence à utiliser des services mesh par exemple, eh ben, on se rajoute encore une couche de complexité dans son cluster. Si vous voulez mettre en place une approche GitOps, pareil, il va falloir vous intéresser à Flux, à Argo CD par exemple. Donc finalement, vous avez très rapidement fait de rajouter des outils à une couche technologique qui est déjà hyper complexe et vous en rajoutez encore parce qu'il y a des usages derrière qu'il faut appréhender. Tout ça pour dire que finalement, toutes ces connaissances à acquérir, ça demande du temps et donc de l'argent et ça demande aussi des compétences pour adresser l'ensemble de ces sujets. Voilà. Ça grésille un peu, non? C'est que moi qui ai cette impression ou est-ce que c'est mieux comme ça? Ça change quelque chose? Ouais. Là c'est bon? Ok. Hop, j'ai reperdu mon curseur. Tac. Donc, tout ça pour dire que Kubernetes, c'est un outil qui répond à une problématique technique bien particulière. C'est pas une solution qui est facile à déployer et à manager au quotidien. Comme je le disais tout à l'heure, ça demande des ressources. Ça refait pareil, je crois. Merci. Ça demande des ressources techniques et forcément budgétaires pour s'en occuper, pour le déployer, pour le manager au quotidien. Et finalement, ce que je voulais vous dire, c'est que il faut bien mesurer quelque part la difficulté d'utilisation du service et finalement le comparer avec ce que ça va vous apporter au quotidien. Est-ce que les avantages d'une telle plateforme justifient finalement le temps que l'on va y passer et les moyens que l'on va y consacrer? Si votre use case correspond à ce que j'ai présenté tout à l'heure, des applications qui sont nombreuses, qui ont des besoins d'évolutivité dans leur consommation CPU RAM, pour scaler par exemple, si vous avez des forts besoins de résilience, ça vaut peut-être le coup. Mais, à côté de ça,
vous aurez comme je disais, besoin d'y passer du temps et d'avoir des gens compétents pour s'en occuper. Tout ça pour dire que si vous n'avez pas forcément besoin de Kubernetes, il y a d'autres solutions. Donc ici, on va parler de 3 solutions. Dans Azure, je vais faire un parallèle avec AWS, pour ceux qui connaissent mieux AWS. Il y a des équivalences entre les services. Et le premier dont je voulais vous parler, c'est Azure Container Instance. Bon. Les ACI, c'est l'offre Container as a Service de Microsoft. Vous demandez la création d'un conteneur dans un environnement cloud et ce conteneur forcément basé sur une image que vous spécifiez et le conteneur est créé pour vous. L'équivalent côté AWS, c'est Fargate, pour ceux qui connaissent. Donc ACI, c'est le moyen le plus simple d'exécuter un conteneur dans Azure. Une offre serverless, vous faites une demande, vous avez votre conteneur qui s'exécute et vous payez à l'exécution de ce conteneur. Les use cases derrière ce service, ça va être quelque part faire tourner un conteneur pour un besoin très ponctuel, un traitement batch par exemple, ou pour tester un développement. Voilà, vous développez votre application, site web, batch, API, vous voulez le tester dans un environnement Azure, vous pouvez utiliser un Azure Container Instance pour le faire. Ça vous coûtera quasiment rien, c'est un très bon moyen de tester vos devs. Les inconvénients de ce service, comme je disais, qui est extrêmement simple, là, évidemment, il faut oublier la scalabilité. Vous n'aurez pas de scaling sur votre container instance. Vous n'aurez pas d'intégration avec Azure Active Directory. C'est pas le but. Vous n'aurez pas non plus de résilience. Quelque part, si votre container crash, il ne sera pas redémarré automatiquement. Donc, comme je disais, un service très simple, mais qui peut répondre à un certain nombre de besoins. Pour un batch, par exemple, voilà, pas besoin de monter un cluster Kubernetes, une ACI pour exécuter votre traitement, un pipeline GitHub, GitLab, ce que vous voulez, pour gérer la récurrence, orchestrer votre traitement, et c'est parti. Alors, je vais vous montrer comment ça se déploie. Et vous allez voir que ça se fait plutôt bien. Alors, je vais copier ma commande. Tac. Alors, je vous montre. Ici, ah oui, du coup, je vais peut-être galérer un peu. Comme ça. Ah, voilà. Bon, dans Azure, du coup, j'ai déployé un resource group avec un container registry sur lequel j'ai déployé mon image d'application. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais utiliser une commande. Hop. Voilà, c'est parti. Donc, j'utilise une commande, azcontainer_create, qui derrière va créer mon ACI. Vous voyez que je spécifie tout simplement un nom et un DNS, l'image sur laquelle je me base, qui est contenue dans ma registry ACR D-Day. Là, bien sûr, à ne pas faire dans un vrai environnement, je spécifie en clair le user et le mot de passe, et lui automatiquement va créer et exécuter mon conteneur. Ce qui va me renvoyer en sortie, c'est tout simplement le FQDN qui correspond à ce conteneur. Alors ça dure quelques secondes, ça va quand même assez vite. Mais voilà, ça c'est un service qui est hyper intéressant, comme je disais, pour les batchs ou pour tester un développement. Là, j'ai packagé ma petite application web, je veux la tester dans Azure. Pourquoi ? Parce que je fais appel à d'autres composants Azure, par exemple. Un storage account dans lequel j'ai stocké des images. Un key vault dans lequel j'ai stocké des secrets, par exemple. Donc, pour pouvoir le tester dans des conditions plus ou moins équivalentes à ma prod, je peux avoir besoin de le déployer dans Azure. Donc, je peux utiliser une ACI. Et du coup, hop, si je vais la retrouver ici, j'ai perdu mon ressource group. Elle est là, instance 1. J'ai ici mon FQDN. Si j'y accède, voilà, j'ai une magnifique application. Donc ça, c'était
le premier service. Le deuxième, App Service. Alors là, ça c'est l'équivalent, hop, je retrouve ici mes notes, ça c'est l'équivalent de Beanstalk dans AWS. Donc c'est un site, une offre managée, un service managé qui est prévu pour l'hébergement d'applications web. Comment ça fonctionne derrière? En fait, à l'instanciation de l'App Service, vous allez choisir un runtime d'exécution, une plateforme, Windows, Linux ou du conteneur. Et derrière, lui, il va sur une VM que vous n'allez pas manager, il va vous déployer tout ce qui va bien pour faire tourner votre site web. Voilà. Là, c'est une solution qui est bien plus complète que ce que l'on a vu juste avant. C'est-à-dire que là, on va avoir une intégration avec d'autres services Azure, avec le monitoring, avec l'Active Directory, par exemple. On va avoir des possibilités de scalabilité verticale pour la puissance CPU RAM ou horizontale pour dupliquer les instances. Ça, vous pouvez le configurer très facilement avec une app service. Vous avez également la possibilité de gérer tout ce qui va être custom domain, le TLS, pour accéder à vos applications. L'inconvénient, là par contre, de ce service, là encore, contrairement à du Kubernetes, c'est que finalement, vous n'allez gérer qu'une application. Votre app service, c'est pour un site web, c'est pour une collection d'API, par exemple. C'est pas un cluster dans lequel vous allez déployer N applications. Donc ça, c'est le gros inconvénient, quelque part, de ce service-là. Si vous avez une application containerisée à gérer, là encore, il n'y a peut-être pas besoin du cluster kube tout de suite. Ça peut être intéressant de faire ses armes sur une app service. Alors là aussi, comment ça se déploie? Vous allez voir que ça ressemble à ce que l'on a vu juste avant. Je récupère ma commande. Et je retrouve mon curseur. Et c'est parti. Donc là, AZ Web App Create pour provisionner une app service. Je spécifie un resource group. Toujours pareil. Un plan. Alors le plan, dans Azure, ça correspond à la quantité de CPU et de RAM que vous allez affecter à votre app service, tout simplement. Donc là, j'ai créé au préalable mon plan avec, il y a un CPU et 2 Go de RAM peut-être, donc mon app service aura ces ressources-là à sa disposition. Voilà, donc elle est déployée. Et là encore, si vous avez vu sur la commande, on spécifie la registry, user, mot de passe, pour déployer mon application. Tac, si je reviens ici. Hop. Je devrais retrouver mon app service qui est là avec son petit lien. Alors là, on est sur pas une technologie, mais on est sur un type de service, vous allez voir, qui va demander finalement un temps de démarrage qui est beaucoup plus important que la container instance. Alors, bon là ça a été, mais des fois ça prend pas mal de temps à démarrer. Alors pourquoi? Est-ce que c'est le système sous-jacent côté Azure qui finalement n'est pas aussi véloce que pour d'autres services? Bon, là ça a été plutôt rapide, mais parfois il y a un temps de démarrage, d'initialisation qui est quand même assez long. Peut-être le temps qui provisionne une VM, qui déploie tout ce qui va bien dessus pour pouvoir faire tourner mon site web, toutes les dépendances techniques. Voilà, ça prend parfois un peu de temps. Ça grésille encore. Et le dernier service dont je voulais vous parler, les container apps. Le meilleur pour la fin. Les container apps, qu'est-ce que c'est? C'est un service qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. C'est une solution là aussi serverless qui finalement va vous permettre de bénéficier des avantages d'un cluster Kubernetes sans quelque part ses inconvénients. Alors pourquoi je dis ça? En fait, le but
du Container Apps, c'est de pouvoir déployer son conteneur, de pouvoir gérer ensuite tout ce qui va être scalabilité, montée de version, avec des mécanismes similaires à celles d'un Kubernetes, mais sans avoir à gérer toute l'infrastructure sous-jacente. Donc tout ce qui va être machine, on ne va pas en parler, tout ce qui va être flux réseau, sécurité, pareil, on n'en parlera pas non plus. Vous, tout ce que vous verrez, c'est votre application, et quelque part, les comportements, les fonctionnalités que vous associez à ces applications, en termes de scaling, en termes de montée de version, par exemple, pour faire du blue-green deployment. Voilà. Ça, ce sera entièrement géré par les Container Apps. Donc on n'aura pas ce souci de gestion de l'infrastructure cloud et du Kubernetes. Les montées de version, par exemple, si on souhaite faire du Canary Release, vous voyez qu'ici, je peux déployer la première version de mon application, la deuxième, qui va être du coup ma nouvelle version, et configurer en fait un split du trafic réseau pour basculer progressivement sur ma deuxième révision. Et ça, c'est des comportements qui s'appliquent à la Container Apps grâce à des fichiers YAML ou des fichiers JSON, quelque part comme si vous manipuliez du Kubernetes. Sauf que là, toute la complexité liée au Kubernetes est gérée pour vous par Azure. Et ces Container Apps, je pense que vous vous en doutez, finalement, elles s'exécutent en arrière-plan dans un AKS qui est géré pour vous. Vous ne voyez absolument pas ce cluster, vous n'y avez pas accès, mais derrière vos Container Apps, c'est là-dedans qu'elles s'exécutent. Lorsque vous voudrez configurer du scaling, la scalabilité par exemple, comme souvent, vous pourrez vous baser sur la puissance CPU, RAM qui est requise par vos applications, mais vous pourrez également jouer avec des principes quelque part un petit peu plus cloud native et vous baser par exemple sur le nombre de messages dans un bus de messages, dans une queue d'un bus de messages. Vous pourrez configurer de la scalabilité nativement là-dessus. Ça, c'est très intéressant. Et ça se fait avec un composant qui s'appelle KEDA. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais l'idée de KEDA, c'est de pouvoir configurer du scaling sur des événements liés, par exemple, à un bus de message, à un storage account, ce genre de choses. Donc là, on sort un peu du prisme habituel CPU RAM et on essaye finalement de gérer la scalabilité sur nos applications de manière un petit peu plus intelligente. Et du coup, l'idée derrière les Container Apps, ça va être de pouvoir gérer finalement nos applications microservices comme si elles s'exécutaient dans un cluster cube, mais sans cluster cube. Vous voyez qu'ici j'ai un environnement, un certain nombre de Container Apps de déployer, comme des microservices traditionnels, sans cluster Kubernetes. Là aussi, comment ça se déploie? Alors on a besoin dans un premier temps de ce qui s'appelle un environnement. On a besoin d'un environnement Container App. Si vous faites le parallèle avec Kubernetes, vous vous doutez que ça correspond à un namespace. Donc ici, mon environnement, je l'ai déjà créé. Je vais juste exécuter ma commande. Si j'arrive à retrouver mon curseur. Hop. Voilà, c'est parti. Donc ma Container App ici, elle va s'exécuter dans l'environnement env DevOps D-Day, qui derrière finalement correspond à un namespace dans AKS. Toujours pareil, je spécifie ma registry, le user et le mot de passe pour récupérer mon image. Ça, dans la vraie vie, bien sûr, ça se configure avec une identité managée ou un secret. Et là, vous voyez que j'y affecte directement de la puissance CPU et de la RAM. Et en sortie, il me renvoie le FQDN d'accès à mon application. Et normalement, vous commencez à comprendre qu'on obtient toujours la même application. Très bien. Hop, je reprends mes slides. Voilà, donc en conclusion, ce que je voulais partager avec vous, c'est que Kubernetes,
C'est un outil formidable, incroyable. Mangez-en si vous en avez les besoins et les ressources techniques et budgétaires, on va dire, pour le faire, parce que ça répond quand même à un certain nombre de besoins qui sont très intéressants. Et lorsqu'il y a des vrais challenges techniques autour de nos applications, pour gérer les montées de version, pour gérer la scalabilité, pour gérer la résilience, et Kubernetes, c'est un outil fabuleux. Si ce n'est pas le cas, ouvrez vos chakras et regardez chez les cloud providers ou même on-premise s'il n'y a pas des façons de faire, des façons de déployer des conteneurs Docker qui vont répondre à vos besoins à vous, parce qu'on ne gère pas tous des Netflix en production, ça c'est clair, et donc finalement qui vont vous simplifier grandement la vie pour exécuter vos applications. Voilà. On n'a pas tous besoin de Kubernetes. C'est pas un mal de se l'avouer. Et donc, voilà, avec Azure, en tout cas ici, on a, là j'ai montré 3 possibilités, mais il en reste encore derrière. Je les ai pas toutes présentées parce que ça prendrait trop de temps. Mais voilà, on a des façons de faire, on a des moyens de déployer des applications d'une façon moins complexe, on va dire. Je vous mets ici à l'écran un open feedback. Voilà, si vous voulez prendre le temps d'y répondre, de me laisser un petit message de ce que vous avez pensé de cette présentation pour que je puisse l'améliorer. Moi, ça me ferait plaisir. Et merci encore une fois d'avoir assisté à cette présentation. Merci à vous.